Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors, nous avons tous vu une photo avec de grands chefs d'État hier à Washington autour de Donald Trump, avec Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, le Premier ministre britannique, le Premier ministre allemand et le secrétaire général des Nations Unies, Mark Rutte, qui s'étaient précipités tous à Washington dès qu'ils ont appris que Donald Trump avait eu non seulement son rendez-vous avec Poutine, mais surtout qu'il avait invité Zelensky à venir à Washington pour discuter d'un élément qui nous concerne tous, qui s'appelle la paix. C'est une valeur fondamentale. On a tous le droit de vivre en paix. Et quand on voit, on va dire, ces photos, quand on voit la précipitation que certains chefs d'État européens, avec, j'ai oublié Ursula von der Leyen, qui n'est pas un chef d'État, mais qui est la présidente de la Commission européenne, quand on voit ces chefs d'État se précipiter à Washington, eh bien, on peut se poser des questions. Et il se trouve que vous êtes nombreux à m'avoir interpellé autour des articles qui ont été faits dans François, que ce soit sur les relations que les docteurs ont avec les puissants, ou sur le profil psychologique de certains individus, ou le profil sociologique de certains individus, notamment le président Emmanuel Macron. Et il se trouve que nous avons en France un sociologue très connu qui s'appelle Michel Fils, qui a écrit un dernier livre qui s'appelle Un président anormal, c'est sa deuxième version. Et j'ai donc eu l'idée de l'inviter pour qu'il vienne nous présenter non seulement ce livre, mais qu'il vienne réagir à ce qu'on a pu voir dans ces dernières 48 heures. Donc, je vous prie d'accueillir Michel Fils. Bonjour Michel Fils et bienvenue chez François. Donc, vous êtes sociologue, ancien chercheur au CNRS, vous avez écrit plus de 50 livres sur divers sujets qui ont trait à la sociologie. Vous n'êtes pas, on va dire, psychiatre ou psychologue psychiatre de formation, vous n'êtes pas médecin, mais vous avez écrit ce livre qui s'appelle Un président A-normal. Quand quelqu'un comme vous, avec votre formation, votre expérience, voit cette image hier, qu'est-ce que cela vous inspire sur les traits caractéristiques, on va dire, de ces généraux, de ces chefs d'État qui, on a l'impression, sont sur une photo alors que les valeurs qu'on doit défendre demandent peut-être un optimisme. Bien, écoutez, je n'ai pas été surpris, hein. Nous sommes dans une situation de grand spectacle, hein, de show. Donc, on a un certain nombre de chefs d'État, de gouvernement, hommes et femmes, qui sont à la parade, hein, qui sont en représentation, qui font le show et qui manifestement aiment ça. Donc, on est aussi dans une jouissance qui est celle qui apporte évidemment le pouvoir, et on le sait depuis très longtemps. Donc, je pense que dans la dynamique d'un chef d'État, ce qui est important, c'est évidemment de voir les projecteurs braqués, et de préférence braqués sur soi. Et on avait d'ailleurs l'impression d'un certain malaise du président Macron qui, pour une fois, n'était pas au centre. Donc, quand on le voyait assis à côté de Donald Trump, qui ne lui a pas adressé un regard, qui n'a pas eu le moindre geste amical à son égard, moi j'ai senti chez notre président une certaine gêne, une certaine frustration. Comment moi, qui me considère comme étant au centre du monde, moi qui débloque toutes les situations, qui ai toutes les solutions, comment suis-je là, un petit à côté des autres, assis à la table? Alors, il s'est rattrapé ensuite dans ses conférences et déclarations après cette rencontre, voilà, pour essayer de reprendre la main. Voilà. Mais comme vous l'avez souligné, évidemment, au-delà du grand spectacle, les problèmes de fond demeurent, hein. Il est évident qu'on est resté très, très en surface dans cette réunion, dans cette série de réunions, et que tout reste à faire, et notamment, évidemment, la clé du problème est détenue quand même largement par Vladimir Poutine. Tout
Tout à fait. Alors, quand vous voyez tous ces chefs d'État, donc bien sûr, et par exemple de la Commission européenne, est-ce que vous les voyez agir, donc bien sûr avec ce que vous appelez cette parade, quand même, on peut s'interroger sur le rôle qu'ils jouent et le rôle que l'on peut attendre. Et quand on lit un petit peu les propos sur Internet ou dans les journaux, énormément de personnes se posent des questions sur l'état d'esprit, l'état mental, l'état social de ces individus, l'usage du mensonge, hein, l'usage de techniques de communication. Alors, bien sûr, le mensonge est une des techniques de communication qui entraîne, on va dire, de nombreuses interrogations quant à l'état de santé et à ce que ça demande d'être un chef d'État, d'être sur cette photo. Vous avez mentionné un certain mal-être. On voit Emmanuel Macron avec, comme on dirait, un balai dans le dos très rigide, parce qu'il n'est peut-être pas au centre de l'écran, comme vous le dites. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette scène? Ben, je crois qu'il faut partir du plus certain au plus incertain en prenant donc Emmanuel Macron comme exemple, mais un exemple de chef d'État qui porte en eux, surtout quand il s'agit de chefs d'État autoritaires, qui ne sont pas nécessairement des dictateurs ou des tyrans, mais qui ont quand même, je dirais, avec eux une certaine forme de pouvoir absolu, bon, il y a des traits caractéristiques généraux qu'on retrouve chez tous. Alors, peut-être le plus ancien, la folie. Hein. Bon, nombre de philosophes l'ont dit et écrit, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu plus fou encore. Bon, donc quelque part, chez tous ces chefs d'État, il y a ce grain de folie, d'ailleurs que vous avez rappelé, je crois, dans l'enquête menée auprès de 51 chefs d'État décédés et qui avaient la caractéristique de posséder l'arme nucléaire. Bon, quelque part, ils sont en instabilité psychologique et l'instabilité est d'autant plus forte que les responsabilités sont plus grandes et les pouvoirs d'action plus importants. Alors, il y a évidemment derrière chacun un narcissisme euh, qui peut aller jusqu'à la mégalomania, bon, qui est probablement d'ailleurs, qui sont deux traits de caractère qu'on peut évidemment associer. Alors avec tout ce qu'a bien vu, et ici il suffit de relire Machiavel, hein, et notamment Le Prince, donc les intrigues, la dissimulation, les mensonges, euh, voilà, tout ça n'est pas dans l'ordre de la normale, c'est la normalité politique, la normalité de tout dirigeant. Bon, donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'est pas différent. Alors, ce qui est différent, c'est qu'il y a évidemment chez lui un rapport au narcissisme qui est un rapport que j'appelle exacerbé. Alors, peut-être pour nos auditeurs, il faut dire deux, trois choses sur cette expression de narcissisme, parce qu'elle a évolué au fil du temps. Alors, avant, on considérait que le narcissisme, c'était le propre de l'enfance, hein, quelque part, quelque chose qui correspondait à un stade de développement, mais qu'on devait dépasser, ce que Freud avait appelé le narcissisme primaire. Et puis, dans les dernières décennies, on a inventé ce qu'on pourrait appeler un narcissisme ordinaire. Alors, comme le mot narcissisme était encore un peu chargé de négativité, on a préféré utiliser l'expression estime de soi. Voilà. Et on a dit, bah, finalement, le propre de tout individu, c'est d'avoir une estime de soi, qui est d'ailleurs la condition de l'estime des autres. Donc, ça a quelque part légitimé ce narcissisme qui avait été placé du côté de la pathologie quand il survivait au stade de l'enfance. Alors, avec Emmanuel Macron, on a ce qu'on pourrait appeler, et en pensant cet entretien, je me suis dit, bien, on va relier les deux mots, ce qu'on pourrait appeler un narcissisme mégalotimiaque. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un narcissisme mégalotimiaque? Eh bien, c'est ces résidus enfantins qui sont toujours là, qui sont aggravés. Alors, ça donne quoi? Ça donne la toute-puissance, hein, c'est-à-dire le sentiment que le monde tourne autour de vous.
voilà, et de vous seul. Vous êtes en quelque sorte fasciné par votre propre image. Alors ça donne ce qu'on pourrait appeler des besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux de tout narcissique mégalotimiaque, c'est éblouir, séduire, intimider, hypnotiser par tous les moyens, jusqu'à ceux qu'on voit en pratique chez M. Macron, mais il n'est pas le seul, mais lui, il les pratique beaucoup, blesser, humilier, euh, emmerder, selon l'expression qu'il avait lui-même utilisée. Voilà. Et donc, pour le coup, puisque je rappelle que tous les moyens sont bons, eh bien évidemment, on entre dans les manipulations, dans l'opportunisme. Hein. Je pense que tous ces chefs d'État que l'on a vus sont aussi des, des, des personnes qui profitent de l'événement pour se mettre en scène, hein, parce que ils sont fascinés par eux-mêmes. Hein. Donc, c'est ce que j'appelle une nécessité narcissique. Alors, une petite chose à souligner encore entre le trait général du chef d'État autoritaire et le trait spécifique d'Emmanuel Macron, c'est qu'un chef d'État, je dirais, ordinaire, hein, est capable d'associer l'intérêt personnel et l'intérêt national. Voilà. Je prends l'exemple de Vladimir Poutine, qui est l'exemple même de quelqu'un qui, évidemment, a en tête l'intérêt national de la Russie, mais également son intérêt personnel de chef d'État, donc mu par ce narcissisme dont je parlais tout à l'heure. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est que lui, il a effacé l'intérêt national et il ne reste que l'intérêt personnel. Donc, il n'est pas capable, effectivement, de considérer qu'il y a une nation qui a des besoins particuliers et donc qu'il y a des décisions à prendre en fonction de ces besoins particuliers. Donc, c'est l'occasion de rappeler que contrairement peut-être aux autres chefs d'État, le puissant moteur, hein, donc on pourrait dire que c'est la fusée Ariane d'Emmanuel Macron, c'est la psychologie. Voilà. Hein, c'est un homme qui est enfermé dans sa psychologie, qui n'a finalement qu'une réalité en tête, précisément sa réalité psychologique, hein, et les réalités politiques, sociales, ne sont que des sortes d'appendices, hein, qui viennent soutenir, hein, cette réalité psychique. Alors, qui donne quelque chose que l'on voit manifestement très clairement chez Emmanuel Macron. Voilà un homme qui se croit irrésistible, irrésistible, pour lequel on ne peut pas ne pas être séduit, hein, et infaillible, hein, c'est-à-dire avoir raison. J'ai retrouvé d'ailleurs à ce sujet une phrase de Tolstoï dans La guerre et la paix. Il dit ceci à propos de Napoléon. Il dit que pour Napoléon, le bien n'est pas ce qui est bien, mais ce qui lui passe par la tête. C'est tout à fait Emmanuel Macron, avec un siècle et demi d'avance. Voilà. Voilà. Si jamais je peux me permettre, juste pour caractériser un peu ces propos, avec des éléments qui sont des éléments de sondage. Il y a Emmanuel Macron qui a hier ou avant-hier, je crois, atteint la place numéro 1 des dirigeants, on va dire, les moins appréciés dans le monde. Je crois qu'il y a 75% de personnes qui désapprécient Emmanuel Macron. Et un sondage que François avait fait, il n'y avait que 4% des Français qui pensaient qu'il menait le pays dans la bonne direction. Donc, quand on en arrive à un élément comme ça, c'est-à-dire où il y a une forme d'aveuglement quelque part, puisque si la réalité vous renvoie à une image qu'il n'y a que 4% des Français qui pensent que vous menez le pays dans la bonne direction, qu'il n'y a que 25% qui vous apprécient et 75% qui ne vous désapprécient pas, qu'est-ce que ça peut avoir, on va dire, puisque ces actes ou les actes qu'ils font ne se reflètent pas dans la réalité. Donc, comment vit-il dans une réalité parallèle, dans un monde parallèle? Comment peut-on faire
quand on est un chef d'État. Alors, est-ce qu'on fait comme tous les chefs d'État, on dit je ne crois pas dans les sondages de manière à me protéger? Je crois qu'on revient là à la définition même du chef d'État. Quand on parle de mensonge, euh, ce qui est terrible, ce n'est pas qu'ils mentent, hein, en telle ou telle circonstance, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment de mentir. C'est-à-dire, ils sont quelque part dans le sentiment d'une sincérité, une sincérité du moment. Voilà, c'est ça la folie. C'est le pouvoir qui est fou en réalité. Hein. Pouvoir et folie, ça va ensemble. Et ça va, en tout cas, pas avec ce qu'on appelle la morale. Voilà. Ce qui est quand même très particulier à Emmanuel Macron, c'est ce que j'appelle, moi, ces failles psychiques, hein, comme des plaques, effectivement, qui n'étaient pas assemblées ou qui étaient en compétition permanente. Alors, Et oui, bien sûr. Et vous en avez quand même parlé beaucoup dans votre livre. J'aimerais juste, avant qu'on rentre dans ce détail, je vais quand même mettre la photo l'image de couverture du livre, donc de la deuxième version. Et avant de rentrer dans ces failles psychiques, puisque vous avez utilisé le terme A-normal, j'aimerais bien que pour les lecteurs, vous expliquiez la différence qu'il y a entre la normalité en un seul mot, et puis la normalité avec votre tir de manière. Est-ce que les gens puissent comprendre la démarche qui a été la vôtre quand vous vous intéressez à cette norme, quelque part, à cette voilà, norme. alors, c'est vrai que bon, se tirer dans mon esprit a été essentiel hein, quand j'ai démarré ce travail. Alors, dans normalité, bon, il y a évidemment le A qui est la privation, hein, c'est l'absence, hein, au sens latin du terme. Voilà. Et donc, normalité, c'est norme. Donc, ça veut dire que l'être anormal, avec le tiret, c'est quelqu'un qui s'affranchit des normes, qui volontairement prend ses distances par rapport aux normes, évidemment, politiques, sociales, familiales, quelquefois. Hein, et on voit bien que là, il est aussi dans une certaine forme d'anormalité par rapport à un couple, j'allais dire à nul autre pareil, hein, dans le contexte d'aujourd'hui. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'affranchit des normes psychologiques, voilà, qui s'affranchit ou qui n'a peut-être pas les moyens de faire autrement. Voilà, par exemple, qui n'est pas capable de gérer le narcissisme et le rapport à l'autre. Parce qu'un narcissisme, une estime de soi bien comprise, hein, n'entraîne pas un effacement de l'autre. Or, un narcissique qui s'affranchit de tout, et ça nous renvoie d'ailleurs à son passé, un passé quand même pour lequel il y a toujours beaucoup de points d'interrogation. Bon, on pourrait dire bon, deux choses. D'une part, probablement un défaut d'éducation, hein, au sens de parents qui n'ont peut-être pas transmis ce que l'on doit transmettre à des enfants, notamment le respect des règles, les limites, hein, l'apprentissage de la frustration, que tout n'est pas permis, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, bon, alors qu'on peut appeler ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Voilà. Et puis, évidemment, un traumatisme précoce peut être lié à cette relation avec Brigitte Macron, d'abord fondée sur un écart d'âge, quel qu'il soit, qui est en soi peut-être probablement un problème, surtout quand on est grand collégien ou jeune lycéen. Voilà. Donc, euh, cette anormalité hein, est probablement, la normalité avec un tiret, est probablement le résultat de l'anormalité sans tirer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en étant dans ce sentiment de toute puissance, hein, dans ce sentiment de moi sans les autres, moi seul au monde, moi l'être fascinant, hein, eh bien, je suis conduit, parfois malgré moi, mais
il n'en a peut-être pas conscience, c'est d'ailleurs tout le problème, je crois, de la conscience et de l'inconscient dans cette affaire. Voilà. Et bien tout ça produit cette anormalité avec le guillemet. Ouais. Donc les deux sont soudés, l'un entraîne l'autre. Voilà. Mais encore une fois, je pense que ce qui est vraiment spécifique pour Emmanuel Macron, c'est que ce qui est premier, c'est effectivement le psychique, hein, qui entraîne éventuellement telle ou telle attitude politique qui ne sont que des copies au plan politique et au plan social de ce qui domine son cerveau. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Donc, c'est un démontage, hein, c'est un démontage psychique. Voilà. Et on va y venir, je veux juste finir avec une dernière question à ce sujet-là, parce que il y a un peu plus d'1 an et demi, quand on s'est intéressé chez François à l'état de santé du président Macron, à la difficulté, on va dire, au challenge que représente d'être un chef d'État, parce que c'est quelque part, on est seul, on peut être considéré comme étant seul au monde, on est celui qui a le bouton sur l'arme nucléaire. Je me suis interrogé de savoir s'il n'avait pas rendu malade les institutions et rendu malade les Français justement en maltraitant les institutions. Donc, en s'affranchissant de cette normalité, comme vous le dites, eh bien, il a considéré qu'il était peut-être au-dessus de certaines lois, qu'il a maltraité le Conseil d'État, qu'il a maltraité les institutions, de manière à entraîner une forme de maltraitance. Et comme vous le dites, ce qui est intéressant, c'est une forme de réalité parallèle, c'est que les Français voient quelque chose, lui en voit une autre, il s'affranchissant de la normalité, il considère qu'il a raison, il vit dans un espace qui est une forme d'espace virtuel, comme on pourrait dire quand on vit sur les réseaux sociaux ou dans un jeu. Est-ce que pour vous, il y a une forme de jeu dans ce qu'il est en train de faire, ou c'est vraiment une réalité parallèle? Je crois que c'est une réalité qui lui échappe, hein. On aura peut-être l'occasion de parler de ce que j'ai associé aussi à ce sentiment de supériorité. C'est un complexe d'infériorité, hein, qu'il essaie de combler par tous les moyens. Parce qu'encore une fois, fasciné par lui-même, il est en permanence dans l'attitude de quelqu'un qui doit éliminer l'autre parce que l'autre est considéré comme une menace pour son intégrité ou ce qu'il croit être son intégrité psychique. Donc c'est comme si, pour combler le vide, le néant, qui échappe peut-être à la plupart des observateurs, eh bien, il devait renouveler les jouissances en permanence. Alors, il y a un très beau texte que d'ailleurs nos auditeurs pourraient lire. C'est un psychiatre, hein, un ami psychiatre, Serge Effez, qui a écrit il y a quelques années, en 2008, un livre sur Nicolas Sarkozy, intitulé La sarcose obsessionnelle. Et voilà ce qu'il dit. Voilà. Alors, en insistant sur le fait, comme je le disais tout à l'heure, que pour moi, Emmanuel Macron, c'est une sorte d'inachèvement psychique. Voilà. C'est un individu qui n'est pas terminé. Voilà. Et donc, il vit, et je reprends là l'expression de Serge Effez, il vit, dit-il, une crise d'adolescence permanente, emplie d'exaltation confuse, de désirs contradictoires. Désir contradictoire, ben, ça veut dire par exemple être Jupiter et TikToker en même temps, ou à des moments différents, mettre l'un et l'autre. Voilà. Et de passage à l'acte, termine Serge Effez, de passage à l'acte incompréhensible. Voilà. Il y a des choses évidemment incompréhensibles, par exemple la dissolution. La dissolution, c'est une décision incompréhensible et probablement qui lui a échappé complètement, enfermé qu'il est, hein, dans cette espèce d'enfermement mental. Voilà. Emmanuel Macron, c'est paradoxal, mais il est aussi prisonnier de lui-même. Donc, il nous emprisonne, voilà. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, à partir du moment où cet individu s'aime à ce point exagérément, eh bien, il n'aime ni la politique, et je maintiens, ce n'est pas un politique, il n'aime ni les partis politiques, il n'aime pas les institutions, voilà, il n'aime pas ce qui n'est pas lui, voilà, que ce soit objet ou individu, voilà, c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans cette espèce d'enfermement
qui le conduit à vouloir se mettre au centre du jeu. Et pour revenir à Washington hier, évidemment, après ce temps pénible pour lui où il était un parmi les autres, hein, un narcissique mégalotimiaque ne peut pas être un primus inter pares, comme disaient les latins, il doit être le premier. Voilà. Et il n'est pas loin le temps où probablement, si on arrive à résoudre cette crise ukrainienne, il dira, mais c'est moi qui ai résolu la crise. Voilà. Ah bah oui, Donald Trump m'a bien écouté. Voilà, j'ai organisé les Européens. Voilà, il va attirer, il va attirer la couverture, à lui. Donc, ces prises de parole, quand il a une prise de parole en imposant que les Européens soient, par exemple, à la table des négociations, vous pensez que ce sont des prises de parole qui sont dans son intérêt personnel plutôt que dans l'intérêt national? Quelque part, c'est ce que on a l'impression que vous dites au travers de votre ouvrage ou de vos propos, alors que on pourrait quand même penser que quelqu'un qui aurait une bonne estime de soi-même pourrait se dire, eh bien, j'ai fait le travail, je ne suis plus indispensable. Donc, à quel moment, en fait, il se rend indispensable? Jamais. Il est dans dans ce fil conducteur permanent, de régir le monde et de régir les autres. Donc, il est évident que quand le personnage président de la République française devient trop étroit, un costume trop étroit, il aspire à revêtir un costume plus prestigieux, je l'ai dit, je l'ai écrit, celui de roi de l'Europe. Voilà, de roi de l'Europe. On a l'impression, évidemment, que quelque part, c'est la deuxième étape. Alors, il y a une chose qui est importante et dont je me suis rendu compte plus récemment. Quelle est l'angoisse d'Emmanuel Macron? L'angoisse d'Emmanuel Macron, c'est 2027. Voilà. C'est l'idée de perdre sa toute-puissance. Ça, c'est quelque chose pour un homme comme lui qui est de l'ordre de l'impensable, mais psychiquement impensable, parce qu'évidemment, tous les chefs d'État redoutent ce moment. François Hollande l'a redouté, Nicolas Sarkozy l'a redouté, enfin, tous les chefs d'État qui sortent, tous les sortants, évidemment, perdant cette magie du pouvoir, le vit difficilement. Mais pour lui, c'est quelque chose de vital. On a l'impression que au lendemain de son départ de l'Élysée, il va être littéralement écrasé. Voilà, écrasé de cette toute-puissance qu'il aura perdue. Bon, d'où ce jeu déjà de compétition, avec la présidente du Conseil des ministres d'Italie. Voilà, c'est-à-dire il sait bien qu'il peut être doublé, et qu'il n'est pas, le seul. Bon, donc c'est vrai que bon, c'est un individu qui souffre. Bon, alors peut-être aussi pour une raison euh, qui là nous rapproche des hypothèses, des supputations, des suppositions. Roi des Français, certes. Aspirant roi d'Europe, probablement. Roi de son couple, ça c'est un peu plus compliqué. Et j'ai un peu le sentiment que une partie de la démarche d'Emmanuel Macron est conditionnée par les relations avec son épouse, dont on ignore tout véritablement de la nature. Voilà. Et on voit bien que quelque part, avec la scène de l'avion, la gifle ou le coup porté par l'épouse sur son mari, qui est à mon avis, et je le répète, qui est un acte gravissime. C'est-à-dire que c'est pour moi quelque chose de plus important de tout le quinquennat, parce que ça montre effectivement quelque part une relation quand même pour le moins compliquée. Voilà, donc c'est un sujet en posture de supériorité qui est blessé, qui souffre probablement
d'un complexe d'infériorité. Et comme vous l'avez dit dans vos papiers, dans François, évidemment, malade, il rend malade les autres. Hein. C'est évident. Hein. C'est-à-dire il y a une sorte d'imprégnation de la pathologie qui se fait chez beaucoup chez beaucoup de Français. Voilà. C'est-à-dire, bon, mais des Français quand même qui aujourd'hui sont dans une double attitude à son égard. Soit la haine, qui, comme chacun sait, est encore un peu de l'amour. Voilà. Mais de cela, beaucoup de Français se détournent. Ils sont dans un désintérêt croissant. Hein. Je pensais à une formule que nos anciens utilisaient quand on n'aimait pas quelqu'un, on ne peut pas le voir en peinture. Voilà. Ben, je crois que c'est tout à fait ça. Tout à fait. Il y a beaucoup de lecteurs qui, quand ils m'ont écrit, ils me disent, quand ils passent à la télévision, j'éteins le son parce que je peux plus l'entendre. En fait, c'est outre la peinture, il y a aussi la voix. En fait, il y a aussi les propos qu'il tient à leur égard. La voix et le regard. Hein. Vous avez vu la photo de couverture sur mon livre, mais il y en a tant d'autres comme ça. C'est-à-dire, il y a un regard qui en lui-même exprime à la fois la souffrance et probablement la dangerosité. Hein, souvenez-vous quand il était dans sa première campagne électorale avec les yeux exorbités, hein, en perdant la voix au passage. Bon, des lecteurs, peut-être de François ou d'ailleurs, m'avaient dit, mais ouh là là, on aurait déjà dû se rendre compte quand même que quelque chose se passait avec ce personnage. Alors, qui pour le coup, ensuite, et on entre dans ce qui pour moi est de l'ordre du plus incertain, un agent démoniaque, hein, animé par quelques forces obscures et puissances financières, téléguidé, etc. Alors, c'est vrai que je pense à quelqu'un qui m'a dit sur une autre chaîne, me disait, mais au départ, oui, probablement, hein, un téléguidage, probablement, mais un mégalotimiaque, à un certain moment, il reprend l'avantage. Donc, je crois que personne ne peut contrôler Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est incontrôlable, incontrôlable, par qui que ce soit. Enfin, ça, c'est mon sentiment personnel, mais euh, Et on a pu le voir peut-être avec la dissolution où certains de ses soutiens n'ont pas compris et sont même allés l'exprimer dans les médias et ont exprimé que c'était peut-être une de ses erreurs, quelque part. oui, mais encore une fois, parce que c'est lié à cette pathologie qui fait qu'il y a des prises de décision qui sont incompréhensibles ou qui sont, encore une fois, motivées par le moteur psychologique. Bon, moi je pense que le calcul, si on veut parler de calcul politique, c'était d'avoir une majorité plus grande que celle qu'il avait, qui était déjà pas bien grande. Voilà, d'ailleurs il a fait le pari, toujours, je suis irrésistible, j'ai raison, donc on va évidemment enfin comprendre que ce que je fais est bien, hein, même si parfois le simple mea culpa, hein, parce qu'encore une fois, un personnage euh, comme tout bon narcissique, hein, dirait mon ami Serge Effez, on ne se remet pas en cause, il ne se remet pas en question. Il n'admet donc aucun reproche. Hein. Quand une question embarrassante lui est posée, hein, eh bien, il répond. Bon, là, je prends l'exemple de la gifle dans l'avion. Oh, ben, il y a des choses plus essentielles. Ça rappelle d'ailleurs Donald Trump quand on lui pose la question sur l'affaire Epstein, hein, et qui répond aux journalistes, bah, vous pourriez peut-être vous intéresser aux questions essentielles. Voilà. Donc, ce sont des personnages qui décident ce qui est essentiel, notamment pour nous, et ce qui ne l'est pas. Voilà. Hein. Donc, je crois il y a quelque chose, mais alors là, ça nécessiterait évidemment une psychanalyse longue et méticuleuse, hein, de démêler ce qui chez lui est conscient et inconscient, mais qui n'empêche pas, ce que vous avez remarqué à plusieurs reprises, hein, dans vos papiers, la méchanceté. Hein, hein. Bon, comme disait Socrate, nul n'est méchant volontairement. Bon, enfin bon, volontaire ou pas volontaire, la méchanceté est la méchanceté et elle fait mal à ceux et à ceux qui évidemment en pâtissent. Donc, vous voyez, d'ailleurs, c'est pour le coup que chez lui, il y a un mélange parfois entre mensonge et sincérité. Il peut être très sincère à certains moments.
hein. Enfin, c'est le propre de tout homme politique de croire à ce qu'ils disent. Ils finissent par, évidemment, être accaparés par leur personnage. Donc, ils finissent par se persuader eux-mêmes de ce qu'ils disent. J'ai juste un sujet qui est quand même important, c'est que, en fait, et qui pourrait lui donner satisfaction, Emmanuel Macron a quand même été réélu. Il a non seulement conquis le pouvoir, ce qui est quand même une tâche ardue, hein, puisque beaucoup de personnalités se projettent en disant quand j'aurai le pouvoir, mais lui, il l'a conquis. Donc la première des choses, c'est la conquête, et la deuxième chose, c'est la conservation. Est-ce que ces éléments, en fait, de se faire réélire n'est pas suffisant pour quelqu'un, pour quelque part commencer à avoir une forme d'estime de soi-même? Est-ce que ces objectifs à lui sont en train sont relatifs et sont en train de changer? C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu ça, ça ne lui est pas suffisant, il ne va pas s'en satisfaire, il faut qu'il voit plus grand de suite. Il faut qu'il reste en scène. Il faut qu'il continue à pouvoir faire le show. Voilà. Qu'il continue à être présent à la première place dans le monde. Voilà. Donc c'est encore une fois son ressort. Donc c'est la politique qui lui a permis ça, mais ça pourrait être ou ça aurait pu être n'importe quelle fonction artistique. Hein. Il aurait pu être un grand chanteur ou un grand comédien. Voilà, pourvu qu'il soit au centre de la scène. Alors, bon, c'est vrai que on peut penser que le macronisme apparaîtra à nos observateurs comme un accident de l'histoire, comme un accident de l'histoire, car il y a quand même eu une conjonction d'éléments favorables qui ont fait que ce qui aurait dû ne pas se produire s'est produit. Bon, évidemment, les affaires judiciaires, je le répète, dans lesquelles François Fillon avait été embarqué, alors toujours curieusement au moment, évidemment, des campagnes électorales. Et puis en 2022, bah, la crainte d'un certain nombre de Français que le Rassemblement national nous emmènerait peut-être dans un univers qu'on ne connaît pas. Donc, il y a aussi l'esprit français de rester attaché à ce qu'ils connaissent. Bon, même s'il s'agit de voyous, hein, on voit bien un certain nombre de maires qui sont embarqués dans des affaires qui sont loin d'être des affaires honnêtes, bah, ils ont toujours la confiance de leurs administrés parce que ce sont de bons gestionnaires, ce qui est souvent, le cas. Voilà. Alors maintenant, le plus difficile pour lui, c'est la sortie de scène. Hein, la sortie de scène. D'abord, ça peut être première hypothèse, vouloir se maintenir en scène en utilisant tous les moyens légaux et constitutionnels à disposition. Hein. Bon, parce que bon, les procédures évidemment pour le moment envisagées qui viseraient à le destituer ou à l'empêcher d'exercer des fonctions sont quand même très difficiles. Alors pour la destitution, parce qu'évidemment la procédure constitutionnelle est très très compliquée et l'empêchement, bah oui, mais tant qu'on n'a pas apporté la preuve d'une pathologie rendant l'exercice des fonctions évidemment impossible, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Alors évidemment, il peut prendre lui-même l'initiative, non pas du départ, car je continue de penser que un mégalotimiaque ne peut pas avoir cette idée en tête, hein, mais il peut attendre une situation plus compliquée encore politiquement. Hein. Vous savez que, bon, déjà, dans son entourage, on s'inquiète beaucoup de la journée du 10 septembre, hein, une journée d'appel à blocage, à manifestation de l'insatisfaction générale, bon, que l'on connaît depuis au moins les Gilets jaunes il y a maintenant 7 ans. Donc, il y a ce fameux article 16 hein, que j'ai souvent évoqué, bon, qui est une hypothèse. Alors, qui est pas. Est-ce que vous pouvez rappeler juste ce que c'est que l'article 16 parce que je ne suis pas certain que tout le monde en connaisse, on va dire, les tenants et les aboutissants.
Alors, l'article 16, c'est un article, j'allais dire, fort simple, qui consiste à s'emparer de tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires quand deux conditions s'est réunies. Une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ce qu'une crise politique majeure pourrait constituer, voilà, et un péril international, hein, qui pourrait évidemment menacer. Et là, Emmanuel Macron a déjà répondu en identifiant le possible agresseur à ses yeux pour la France, la Russie. Voilà. Donc il a quand même deux atouts, hein, qui lui permettraient, après consultation des présidents des assemblées parlementaires, du Conseil constitutionnel, du Premier ministre, d'activer cet article 16. Ouais, c'est comme le bouton nucléaire, hein, on appuie sur le bouton et puis après, vous restez en situation, alors pour le coup, de dictature au sens très romain du terme, le temps que vous avez décidé. Hein. Il avait d'ailleurs été reproché au général de Gaulle, qui avait été le premier et le seul à avoir utilisé cet article en 1961, de l'avoir prolongé un peu outre mesure, donc quelques mois au lieu de quelques semaines. Voilà. Et en n'ayant pas, manifestement, d'après les constitutionnalistes, rempli toutes les conditions qui auraient justifié l'usage de cet article. Mais il n'y a pas de contrôle, hein, c'est-à-dire il n'y a pas une autorisation à demander. Voilà. Alors, je crois que c'est une hypothèse, hein, puisqu'on les a toutes évoquées, l'empêchement, la destitution, bon, la formation d'un nouveau gouvernement qui serait un gouvernement d'un autre bord politique qui là nous mettrait dans une situation de vraie cohabitation, parce que là aussi on a, on a effectivement quelque chose d'assez particulier. Alors, ce qui est aussi particulier finalement, c'est que finalement, le bilan, parce que le bilan, comme on aurait dit en d'autres temps, et en restant dans des aspects très objectifs, il est globalement négatif. Globalement négatif. Hein. Il suffit de reprendre les différents domaines, hein, économiques et financiers. 3 300 milliards de dettes, dont le tiers pour le seul Emmanuel Macron. Voilà. Donc, si on ne peut pas tout lui imputer, bon, on peut lui imputer effectivement au moins le tiers. Politiquement, c'est une cinquième république qui n'a jamais été autant à l'agonie qu'aujourd'hui. Elle agonise, cette république. Hein, parce qu'on se rend mieux compte que la cinquième république ne peut fonctionner que sur le principe du fait majoritaire. C'est comme ça. C'est comme ça. Et De Gaulle a eu beaucoup de chance parce que s'il n'avait pas eu, évidemment, le fait majoritaire, s'il n'avait pas eu une assemblée, évidemment, de godillots, comme on a dit, les choses auraient peut-être été plus compliquées. La démocratie, elle est asphyxiée. Hein. Bon, où sont les libertés, hein, où est l'égalité qui est quand même dans le projet démocratique? Une société qui est en proie à toutes les violences. Hein, vous ouvrez le journal, François et les autres, vous avez évidemment tous les jours une agression, un attentat commis ou déjoué. Voilà. Socialement, le chômage, qui reste quand même important, la pauvreté, plus de 10 millions de pauvres, hein, plus de 10 millions de pauvres, donc une précarité peut-être encore plus importante en nombre. Hein. Vous voyez, je suis en vacances là, sur la côte vendéenne et je vois autour de moi des personnes dormir dans leur voiture. Dormir dans leur voiture. Voilà. Bon, ce qui évidemment aurait été impensable il y a encore, il y a encore, il y a encore, il y a encore 15 ans. Voilà. Un coût de la vie démesuré avec l'accroissement constant des ce qu'on appelle les charges contraintes. Hein, donc votre facture d'électricité augmente, évidemment, votre facture d'eau, facture de téléphone, bon, tout augmente. Alors on peut comprendre que moralement ce soit la sinistrose, soit ce qui est à mon avis plus grave, euh, la résignation. La résignation. Bon, euh, advienne que pourra.
Voilà. On n'a plus maîtrise sur quoi que ce soit. Voilà. Alors évidemment, avec toutes ces conséquences en matière de santé, la dégradation de la santé physique et mentale de beaucoup, notamment de jeunes, hein, d'enfants, d'adolescents. Hein, vous l'avez, je crois, bien souligné. Hein, 12 millions de personnes qui sont sous enfin, sous surconsommation médicamenteuse. Voilà, donc le tableau final est quand même un tableau peu encourageant pour la suite. Alors, un tableau qui est peu encourageant pour la suite, une angoisse du départ, certaines failles psychiques, tout cela, c'est quand même bien perçu par les Français, puisque quand on leur pose des questions, quand on les sonde, on se rend compte que leur réalité, leur quotidien, ils sont capables de se rendre compte. Alors, si notre leader n'est pas capable de s'en rendre compte, une question fondamentale que l'on peut se poser, c'est la relation qu'un médecin peut avoir avec les puissants. Donc, j'ai fait une série d'articles en m'interrogeant quelle était la relation que Kennedy, je parle du président assassiné, John F. Kennedy, avait avec son médecin qui lui administrait beaucoup de médicaments, de Mao Tse-tung, avec son propre médecin, on se rappelle de Mitterrand et le docteur Krugel qui avait écrit un livre qui a été retiré de la publication pour finalement qu'on lui donne raison en disant la santé d'un président, la santé mentale, la santé morale, psychique d'un président est d'intérêt national. À partir du moment où on a ces éléments-là, aujourd'hui, nous sommes dans une absence de bulletin de santé d'Emmanuel Macron depuis, je crois, le 19 décembre 2020, quand il a eu le Covid. Et aux États-Unis, on a vu des questions qui se sont posées autour de la santé mentale de Joe Biden et le Sénat américain qui a interpellé le médecin du président qui n'a pas déféré à cette interpellation au Sénat. Bien sûr, ils ne vont pas en rester là. Quand vous voyez cette dynamique qu'il y a, c'est-à-dire que le président contrôle même ce qu'on va dire de sa propre santé à ses propres Français, en dépit, on va dire, de l'intérêt national pour vous? Oui, ben, on est dans une situation paradoxale où, pour une fonction de haut niveau, il n'y a pas ce contrôle qu'on retrouve dans d'autres fonctions, hein, dès lors que vous êtes en situation de responsabilité majeure, c'est-à-dire un contrôle de la validité, hein, de vos aptitudes physiques et mentales pour remplir les fonctions. Donc c'est vrai que, bon, vous avez raison de rappeler que c'est tout de même assez paradoxal de voir que pour probablement la plus haute fonction au sein d'une société et au sein de l'État, il n'y ait pas évidemment un examen des capacités physiques et mentales qui, de mon point de vue, devrait faire l'objet d'une réforme importante, parce que les bulletins de santé, hein, on le sait notamment depuis l'ère Mitterrand que vous avez rappelé, bon, les bulletins de santé peuvent être, comme on en connaît, des bulletins de complaisance, hein, ou des bulletins de mensonges. Voilà, à peine dissimulés d'ailleurs. Hein. Donc, le problème, c'est qui décide, hein, qui fait l'examen. Et c'est vrai que quand je suis intervenu à la sortie de mon livre, un certain nombre de personnes m'ont dit, mais il faudrait désigner une commission indépendante, hein, faite de différents spécialistes qui feraient l'examen non seulement des aptitudes physiques, mais des aptitudes mentales. Voilà. Hein, parce que bon, euh, nous savons l'un et l'autre que le docteur Perrochon est un médecin-chef dont j'ai appris qu'il était médecin-chef des services des armées. Donc, quelque part je dirais un administré du président Macron, qui, je le rappelle, est chef des armées. Voilà. Donc, quelles que soient les qualités euh, réelles de ce docteur Perrochon, on peut quand même avoir un doute, hein, sur, évidemment, l'objectivité totale à dresser un portrait évidemment objectif de l'état de santé du président. Donc, ça relève d'une commission indépendante avec des spécialistes de différentes spécialités,
voilà, des psychologues, des psychiatres, naturellement, un généraliste. Bon, enfin bon, on peut avoir 5 ou 6 personnes qui donneraient, euh, en toute objectivité et en toute connaissance scientifique, une approche, une approche précise des capacités. Voilà, moi je pense une grande réforme qui devrait être introduite, euh, à l'aube peut-être de la mise en place d'une autre république, parce que je ne vois pas très bien comment celle-ci pourrait encore une fois, perdurer, mais je pense que vous avez raison. L'état de santé, ça fait partie, de l'intérêt public, hein. Donc, on a le droit, en tant que citoyen, de connaître, l'état de santé de nos dirigeants. Alors, un pilote de chasse d'un Rafale doit avoir des tests, un bulletin de santé, un certificat d'aptitude. Quand vous mettez vos enfants à l'école, on vous demande un certificat d'aptitude à faire du sport ou de non, que vous n'êtes pas contraint de ne pas en faire. En tout cas, pour les présidents, on voit bien que ce sujet n'existe pas. Pour revenir au docteur Perrochon, peut-être qu'il a fait son travail, mais bien sûr, il y a le secret médical et peut-être que le président lui-même dit non, je ne veux pas qu'on divulgue mon information à propos de ma santé. Et donc, il y a bien sûr le dilemme entre l'intérêt national et l'intérêt général. La prochaine question que je voulais vous poser, c'est quand même quand le président Macron a brigué le premier mandat et son deuxième mandat, il a pris un engagement envers les Français de suivre ce que son prédécesseur avait fait, c'est-à-dire je parle de François Hollande, c'est-à-dire de publier de manière fréquente des bulletins de santé. Alors, quand on est un président et qu'on brigue un mandat et qu'on prend un engagement moral envers les Français, parce que ce n'est pas un engagement légal, il n'y a rien qui est écrit dans la Constitution, eh bien, et qu'on ne le tient pas, est-ce que ici, c'est aussi s'affranchir de quelque part ces éléments de normes? C'est pour lui dire, c'est gratuit de dire je vais publier un bulletin et puis de ne pas le faire? Ben, je crois que, dans le ressenti, il doit y avoir chez Monsieur Macron, cette idée fort simple d'une contestation de son intégrité, hein, donc d'une atteinte à sa personne. Voilà. Donc cette personne, évidemment, bon, souffrante sans doute par certains côtés, mais aussi animée de cette espèce de sentiment de supériorité, hein. On le voit bien. J'ai raison, je sais ce que je fais, hein, je n'ai pas besoin de conseils, je sais faire les bons choix. Donc c'est toujours, j'ai raison. Donc, euh, ce qu'il demande, c'est finalement, qu'on le croit sur parole. Bah, je suis bien portant, hein. D'abord, si je ne l'étais pas, je vous le dirais. Ah, et d'ailleurs, quand j'ai attrapé le Covid, je vous l'ai bien dit. Voilà. Donc, moi, je pense que l'argument du secret médical ne tient pas, ne tient pas. Parce que là, encore une fois, diriger, une famille, et diriger une nation, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Les risques sont pas les mêmes, hein, et notamment dans les nations qui disposent de l'arme nucléaire. Donc, quand on n'a pas toutes les capacités, et toute la lucidité, c'est vrai, comme le disait, euh, Adriano Segatori, le psychiatre italien, bah on peut être un danger. Voilà, mais là, vous voyez, dans la sphère politique, on est encore par rapport à cette question de la santé des dirigeants dans un tabou. Voilà, c'est tabou. Hein. On veut bien dire, que Staline, était fou, que Hitler était fou, parce qu'ils étaient dictateurs, mais quand on n'est pas dictateur, a priori, on n'est pas fou. A priori, on est sain d'esprit, et puis d'abord, on a été élu, donc, voilà, mais c'est des pratiques à changer. Voilà, il y a le droit de savoir, bah, selon l'expression, on a le droit de savoir, l'état de santé de ceux qui nous gouvernent. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez François en respect de ce droit de savoir, en respect de l'intérêt général. On a essayé justement de s'intéresser à ces bulletins de santé. C'est pour ça qu'on avait justement écrit au docteur Perrochon. On lui a posé les questions de pourquoi il n'a pas émis ces bulletins. Alors, si on revient un peu à votre livre, vous concluez en fait ce livre en disant que la France, elle est mal partie.
Et ça m'a rappelé, on va dire, une interview que j'avais fait en 2020 d'un sociologue et professeur de sciences sociales à l'Université de Cambridge qui s'appelle Chris Bickerton Oui. et qui avait dit le macronisme n'est pas encore la forme de politique qui va matcher avec les Français. Et alors, quelque part, quand on voit des gens comme vous qui écrivent que la France est mal partie, qu'on voit des étrangers qui étaient capables en 2017, on l'appelle, hein, il a dit le président Macron sera le prochain président. Chris Bickerton a dit le président Macron sera le prochain président raté. Donc, on voit des gens qui ont un certain professionnalisme, un certain savoir, qui parlent, et on a l'impression qu'ils parlent dans le vide, que vous avez parlé dans le vide. Donc, moi, j'invite tout le monde déjà à lire votre livre, parce que quand on le lit, eh bien, on voit une analyse qui, comme vous dites, va du général, des éléments spécifiques, et c'est fort intéressant, parce que c'est une analyse qui est assez inhabituelle pour on va dire un sociologue. On rappelle, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychiatre. Donc, quelque part, vous vous affranchissez d'un certain, de certaines normes que ces individus qui sont médecins peuvent avoir. Mais en tout cas, quand vous faites votre conclusion et que vous dites que la France est mal partie, et vous ajoutez aussi dans votre annexe qu'on a une forme de médiocrité galopante en France. Alors, on est mal parti, on a une médiocrité galopante. Est-ce que vous n'avez pas des solutions à nous proposer ou une forme d'optimisme? Parce que quand on finit, c'est quand même assez pessimiste. Ben, vous savez, c'est le propre du sociologue, hein, d'être perçu un peu comme l'oiseau de mauvais augure, parce que nous sommes dans l'étude des dysfonctionnements. Donc, nous regardons de préférence ce qui ne marche pas, hein, de manière à pouvoir réinstaller nos sociétés sur des bases plus saines. Alors, d'ailleurs, je renvoie nos lecteurs, mais ce sera peut-être un prochain entretien avec vous dans quelques semaines. J'ai écrit un livre justement sur les aspects de démoralisation de cette société française qui est intitulé L'étrangère. Voilà, parce que pour le coup, dans notre société, celle qui est étrangère, hein, et qui est mal à l'aise, c'est la morale. Alors la morale, non pas au sens moralisateur du terme, mais la morale au sens sociologique, c'est-à-dire de mœurs individuelles et collectives. Voilà, une société fonctionne sur des bases. Comme une maison est installée sur un socle, eh bien une société repose sur des piliers. Voilà. Et des piliers, ça s'appelle les règles qui permettent le vivre ensemble. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ne pas vouloir apporter les réponses, et donc sous forme de remède, sans avoir fait le diagnostic. Voilà. Et le diagnostic, évidemment, il doit être sans complaisance. D'ailleurs, c'est un diagnostic qui doit être pur et dur, comme on dit. Voilà. Parce que, encore une fois, l'enjeu, c'est de dépasser ces dysfonctionnements et d'ouvrir des pistes de réforme. Alors, pour ce qui concerne la Ve République, il faudra bien évidemment réfléchir sur ces institutions. Alors d'ailleurs, en rappelant, puisque je disais tout à l'heure que le macronisme était porté par un homme, de mon point de vue, le macronisme n'a jamais été une idéologie. Donc le macronisme ne va pas mourir. Le macronisme n'a jamais existé. On a pu être macronien quand on était dans la cour du président, mais il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de philosophie macroniste. Voilà. Alors, pour ce qui concerne évidemment le redressement social et moral, eh ben, il faut faire le réapprentissage qu'on faisait quand on avait l'âge de l'enfance. Voilà, ben, réapprendre les règles. Une me paraît fondamentale, c'est la bienveillance. La bienveillance. Voilà. Après tout, je trouve toujours assez curieux qu'on ait été obligé d'inventer la journée de la gentillesse, hein, comme d'ailleurs la journée de la femme, comme s'il fallait être gentil une fois par an et respectueux des femmes une fois dans l'année. Voilà. Bon, je pense que le rôle du sociologue reste de rester arrimé à son corps de métier. Voilà. Et ce corps de métier, c'est l'analyse. Voilà. Sans être ni dans le réquisitoire, ni dans l'éloge. Être au milieu du guet. Voilà. L'idéologie, c'est pour les autres.
Eh bien, Michel Fils, merci beaucoup pour ce long entretien. Donc, on le rappelle, vous êtes l'auteur de ce livre sur Emmanuel Macron, un président A-normal. Vous nous avez parlé de la normalité et de la normalité. Vous nous avez parlé de votre prochain ouvrage, L'étrangère, sur ce qui est la morale, mais on pourrait parler de A-morale aussi. Et je vous recevrai avec grand plaisir pour en parler d'ici quelque temps, parce que il est évident que si on doit reparler de bienveillance, si on doit reparler de civisme, eh bien la morale va forcément rentrer en jeu, puisque ça a quand même été une des bases fondamentales de la République française, de remettre cette notion de bienveillance, de liberté, d'égalité et de fraternité au sein de nos valeurs. Il est habituel chez François qu'on laisse le mot de la fin à nos invités. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts dans cet entretien, des éléments que vous voulez préciser? Peut-être que je pourrais même vous poser la question de, en tant que sociologue, est-ce que vous avez vous-même vos propres biais cognitifs dans votre analyse sur lequel on pourrait parler? Mais je vais vous laisser le mot de la fin, Michel Fils, en invitant les lecteurs à bien sûr lire ce livre qui, pour moi, est assez révélateur, parce que j'aurais bien aimé le lire avant d'écrire mes articles, mais il n'était pas publié. Et avant de lire ces analyses, en tout cas, je pense que ça permet d'illustrer d'une autre manière avec une approche scientifique, une approche qui n'est pas celle qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux, c'est « je pense que, donc, c'est la réalité ». Je pense que mettre une structure telle que vous l'avez faite permet justement d'avoir un dialogue bien plus éclairé. Je vous laisse le mot de la fin, Michel Fils. Ben, vous savez, j'ai toujours une formule pour définir la fonction du sociologue. Le sociologue ne pense pas, il fait penser les autres. Le sociologue, c'est le petit rapporteur de l'analyse des autres. Voilà. Donc c'est un rôle qui, évidemment, à un moment donné, implique une interprétation. Hein. Il faut aussi interpréter les faits, donc faire aussi des choix dans l'interprétation en prenant garde de ne pas évidemment éliminer des éléments importants. Alors, je crois que pour Emmanuel Macron, c'est vrai que je me dis parfois, il y aurait probablement un tome 2 à faire, parce que ma réflexion s'est construite aussi dans les entretiens, dans les lectures de ceux qui portent aussi des témoignages et des appréciations parfois d'ailleurs très violentes sur le personnage et Emmanuel Macron. Donc c'est un sujet intarissable d'analyse. Voilà, donc je crois que le macronisme en tant qu'élément d'analyse a encore de beaux jours devant lui. Eh bien, Michel Fils, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à vous tous de continuer à nous suivre et à nous soutenir sur François. On rappelle, on a un média collaboratif. Cet entretien a été préparé avec un certain nombre de nos lecteurs qui avaient un intérêt, justement, qui avaient des questions à poser qui s'interrogent sur, on va dire, éventuellement les éléments du tome 2 de ce livre. Je tiens à vous remercier à tous de nous suivre et de nous soutenir. Merci beaucoup, Michel Fils, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu présenter votre livre. On publiera tout cela sur le site de François. Si vous voulez continuer à nous soutenir, c'est au travers des dons que vous faites que nous existions. Je tiens à vous remercier et à vous souhaiter une excellente journée. Bonne journée aussi.